Bonjour à tous, j'espère que vous allez toujours bien. Dernière vidéo sur le système nerveux, on s'intéresse aujourd'hui aux substances perturbatrices du cerveau. Vous êtes prêts? C'est parti! Voyons maintenant quels sont les effets des substances exogènes. Une substance exogène ou molécule exogène est une substance qui n'existe pas naturellement dans le corps. Elle va donc être consommée, fumée ou injectée. Quel que soit le mode de consommation, les molécules exogènes vont circuler dans le sang et atteindre ainsi l'ensemble des organes et en particulier le cerveau. Ces molécules chimiques sont proches des neurotransmetteurs présents naturellement dans celui-ci et vont perturber la communication chimique entre les neurones. Dans un premier temps, nous allons voir que les récepteurs peuvent se trouver dans différents états. Les récepteurs, couplés à un neurotransmetteur, vont subir une activation, voire une désensibilisation. Ces deux phénomènes sont classiquement interprétés dans le cadre d'un modèle dans lequel la protéine est spontanément en équilibre entre un état basal, activable par le neurotransmetteur, un état actif et un état désensibilisé, réfractaire à l'activation. Les neurotransmetteurs stabilisent l'état pour lequel ils ont une plus haute affinité. Si l'état actif est stabilisé, il y a changement de conformation du complexe protéique qui permet la circulation des ions. Cette entrée entraînera selon le récepteur soit une excitation de la cellule, soit une inhibition. Si le neurotransmetteur est présent en trop grande quantité, quand par exemple il y a une salve de potentiel d'action, le récepteur restera dans l'état activé de manière prolongée, diminuant ainsi sa capacité à être stimulé. On parle d'état désensibilisé à l'origine d'une période réfractaire. Les récepteurs ne sont pas sensibles qu'aux neurotransmetteurs, ils sont également sensibles à d'autres molécules qui vont ressembler à ces neurotransmetteurs. C'est le cas de nombreux médicaments qui agissent sur les récepteurs synaptiques. Suivant le type de récepteur ciblé, l'effet de la molécule sera différent. Si les sosies du neurotransmetteur activent comme celui-ci le récepteur, on va parler de molécules agonistes. Si la substance pouvant se fixer au récepteur n'active pas celui-ci, ce dernier restera fermé. On dit que la substance est un antagoniste. Attention, une substance agoniste, du simple fait d'être présent en trop grande quantité, provoque un état de désensibilisation des récepteurs et devient de fait un antagoniste. Voyons en premier exemple la perturbation de la synapse neuromusculaire. Les récepteurs cholinergiques ionotropes, appelés récepteurs nicotiniques, s'observent bien sûr dans le système nerveux central, mais également au niveau des synapses neuromusculaires des plaques motrices. Voyons dans un premier temps le fonctionnement de ce récepteur. Les récepteurs nicotiniques sont des récepteurs ionotropes constitués de 5 sous-unités, 2 alpha, une θ, une bêta et une gamma. Chaque sous-unité est composée principalement de 2 domaines, extracellulaire et membranaire. Le domaine extracellulaire possède 2 sites de fixation qui sont situés à l'interface entre 2 sous-unités dont l'une des deux est au moins une sous-unité alpha. Il faut donc que 2 molécules d'acétylcholine se lient au récepteur pour que celui-ci soit activé. Cela explique que le récepteur soit assez peu sensible dans le sens où il faut que la concentration en acétylcholine dans la synapse soit très forte pour qu'il puisse s'ouvrir. Suite à la fixation des 2 molécules d'acétylcholine, l'ensemble du récepteur subit un changement de conformation. L'orientation des acides aminés du site de liaison est modifiée et le domaine membranaire va alors former un tunnel ou canal permettant le passage des ions à travers la membrane. Les ions qui peuvent passer sont le sodium, le potassium, le calcium, c'est donc un canal cationique qui est relativement peu sélectif. On peut se demander quelles sont les molécules agonistes et antagonistes de ce récepteur. Pour qu'une molécule soit agoniste ou antagoniste, sa structure moléculaire doit être compatible avec le site de fixation du récepteur. Les curares sont des molécules ayant la possibilité de se fixer sur les récepteurs d'acétylcholine des cellules musculaires sans générer de potentiel d'action. Ce sont donc des antagonistes. Comme ils ne traversent pas la barrière hémato-encéphalique, ils n'agissent que sur les synapses neuromusculaires. Le plus connu des curares est la succinylcholine. Elle agit en se fixant de façon non compétitive sur les récepteurs nicotiniques au sein de la plaque motrice et entraîne une dépolarisation prolongée de la membrane musculaire, la rendant ainsi inexcitable. En effet, elle a la particularité de résister à ce qu'on appelle l'acétylcholinestérase, c'est-à-dire l'enzyme qui dégrade naturellement l'acétylcholine fixée sur les récepteurs. L'acétylcholinestérase, en dégradant l'acétylcholine, annule son effet en quelques millisecondes. Cela permet à la cellule musculaire d'être de nouveau excitable. La succinylcholine, en se fixant et en n'étant pas dégradée, induit une paralysie totale des cellules musculaires dans un délai de 30 à 60 secondes et pour une durée brève n'excédant pas 10 minutes. Elle est donc utilisée en anesthésie par exemple.
Attention, d'autres molécules de curare peuvent être mortelles, surtout quand ils provoquent un relâchement des muscles respiratoires. Si la succinylcholine peut se fixer dans le récepteur ionotrope cholinergique, c'est parce qu'elle possède, dans sa conformation spatiale, une partie compatible avec le site de fixation du récepteur. Ainsi, toute molécule qui présente une conformation spatiale identique pourra se fixer, ce qui va être également le cas pour la nicotine, qui possède une partie correspondant au site de fixation du récepteur. Au contraire du curare, la nicotine agit aussi bien sur le cerveau que sur les synapses neuromusculaires. C'est un acétylcholinomimétique, c'est-à-dire qu'elle limite l'acétylcholine. La nicotine possède une action stimulatrice à faible concentration, elle est alors agoniste, mais inhibitrice et toxique à forte concentration. Elle est alors antagoniste. Nous l'avons vu, l'acétylcholine doit disparaître des synapses neuromusculaires pour permettre un retour à l'état de repos de celle-ci. Pour cela, elle subit une hydrolyse en quelques millisecondes par l'acétylcholinestérase présente dans la fente synaptique et associée à la face externe des cellules. Elle scinde la molécule d'acétylcholine en une molécule de choline et une molécule d'acide acétique. Ainsi, le site de fixation se retrouve libre et le neurone peut à nouveau être excité. Certaines substances vont empêcher l'élimination de l'acétylcholine de la fente synaptique et prolonger ainsi son action. On parle d'inhibiteurs de l'acétylcholinestérase. Des composés insecticides très toxiques de la classe des organophosphorés sont des inhibiteurs irréversibles de l'acétylcholinestérase. En se fixant dans le site de fixation de l'enzyme grâce à une partie compatible, l'acétylcholinestérase ne peut plus se fixer sur l'acétylcholine. Cet insecticide neurotoxique dangereux est interdit en France depuis le 1er décembre 2008. Des gaz de combat comme le sarin, également compatibles avec le site de fixation de l'enzyme, ont également été utilisés pour leur activité anticholinestérase. Voyons maintenant comment l'air visuel peut être perturbé par une substance exogène. Le cortex visuel primaire ou cortex strié ou RV1 constitue la porte d'entrée dans le cortex visuel des informations visuelles provenant de la rétine de l'œil. Comme toute zone du cortex, l'aire visuel primaire comporte principalement des neurones pyramidaux excitateurs et glutamaergiques. Ces derniers sont régulés par des interneurones excitateurs sérotoninergiques ou glutamaergiques. Les structures de certaines substances chimiques, comme le LSD, ou les structures de molécules plus naturelles, comme la psilocine produite par les champignons hallucinogènes, s'apparentent très fortement à la structure chimique de la sérotonine. Essayons de comprendre comment le LSD peut perturber le rôle de la sérotonine et provoquer des hallucinations. Les neurones pyramidaux sont modulés par un interneurone à glutamate. Quand celui-ci libère du glutamate, le neurone pyramidal est excité, il va à son tour libérer du glutamate. Cet interneurone à glutamate est lui-même modulé par un neurone à sérotonine. Ce réseau neuronal intervient dans la réception de l'information visuelle en provenance de la rétine. Quand on prend du LSD, celui-ci va se fixer sur des autorécepteurs de type 5-HT1A. Cette fixation sur un autorécepteur inhibe l'activité électrique de ce dernier et provoque une diminution du relargage de la sérotonine. L'interneurone à glutamate n'est donc plus freiné, il y a libération de glutamate et création d'une image. Le feedback négatif créé par le LSD ne suffit pas à provoquer des effets psychédéliques. C'est la fixation de celui-ci sur le récepteur à sérotonine 5-HT2A qui va provoquer une forte libération de glutamate au niveau de la synapse entre l'interneurone et le neurone pyramidal. Ce dernier va être excité. Il va y avoir une forte libération de glutamate au niveau de sa synapse. Et c'est là que vont se former des hallucinations. Le LSD aura mimé l'arrivée d'une information sensorielle. Intéressons-nous maintenant à la perturbation du système de récompense. Le système de récompense ou de renforcement est aussi appelé le système hédonique. C'est un système fonctionnel fondamental des mammifères situé dans le cerveau. Ce système de récompense est indispensable à la survie. Il est constitué de 3 composantes. Une composante affective correspondant au plaisir provoqué par les récompenses et au déplaisir provoqué par les punitions. La composante motivationnelle qui correspond à la motivation d'obtenir la récompense ou éviter la punition. Et la composante cognitive qui correspond aux apprentissages généralement réalisés par conditionnement. Le système de récompense correspond au regroupement fonctionnel de toutes les structures cérébrales qui participent au renforcement. L'aire tegmentale ventrale, le noyau accumbens, le cortex préfrontal, mais également le septum, l'hippocampe, l'amygdale ou encore l'hypothalamus. Ce schéma est complexe, vous l'avez normalement déjà étudié. Je vous invite à faire pause pour pouvoir le lire tranquillement avant de reprendre la lecture de la vidéo. C'est bon, on y retourne ? Allez, le dysfonctionnement du système de renforcement serait à l'origine de troubles du comportement,
alimentaire, affectif, etc., ou à la dépendance à des substances comme les psychotropes, ou encore à des situations, jeux d'argent, sexe, jeux vidéo. Nous allons dans un premier temps voir quelles substances agissent sur les neurones dopaminergiques. Ce sont des neurones qui synthétisent de la dopamine et l'utilisent comme neurotransmetteur. La dopamine est synthétisée à partir d'un acide aminé, la tyrosine. Elle est ensuite fixée dans des vésicules synaptiques. Lors de l'arrivée de potentiel d'action, il se produit une exocytose des vésicules synaptiques. La dopamine va alors se fixer sur des récepteurs dopaminergiques métabotropes nommés D. La dopamine est recaptée par une terminaison dopaminergique appelée DAT. Elle est alors soit remise en capsule, soit dégradée par une enzyme mitochondriale, la monoamine oxydase MAO. Le produit obtenu, le DOPAC ou 3,4-dihydroxyphénylacétique, sera à son tour dégradé en acide homovanillique ou HVA. Par ailleurs, des autorécepteurs de dopamine situés sur la membrane du neurone dopaminergique fixent la dopamine. Leur stimulation se traduit généralement par une rétroaction négative. Situés dans l'aire tegmentale ventrale, les neurones dopaminergiques ont des projections vers le noyau accumbens, le cortex préfrontal, le septum, l'hippocampe ou encore l'amygdale. Ces aires renvoient des informations vers les principaux centres de l'émotion, le noyau accumbens, l'amygdale, vers les zones de la mémoire, l'hippocampe, ou encore des zones responsables de certaines fonctions physiologiques comme l'hypothalamus. Tous sont impliqués dans le bien-être de l'individu. Ainsi, certaines substances vont activer le circuit de la récompense et provoquer un effet stimulant, alors que d'autres vont l'endormir et avoir un effet narcotique. Voyons dans un premier temps les effets stimulants. Les neurones dopaminergiques de l'aire tegmentale ventrale possèdent sur leur corps cellulaire des récepteurs nicotiniques. La fixation de nicotine sur ce récepteur provoque une dépolarisation et donc la naissance d'un potentiel d'action qui aboutit à la libération de dopamine dans la fente synaptique, notamment au niveau du noyau accumbens. La nicotine limite également la recapture de la dopamine et inhibe son enzyme de recyclage. L'effet est donc une légère euphorie couplée à une sensation de plaisir. Des drogues, dites dures car responsables d'une dépendance psychique et physique forte, ont des actions différentes de celles de la nicotine. Des amphétamines, dont la formule est proche de celle de la dopamine, pénètrent dans le bouton synaptique et chassent la dopamine des vésicules, provoquant ainsi sa libération dans la fente synaptique. La cocaïne et l'ecstasy sont des inhibiteurs de recapture de la dopamine. Elles se fixent sur les récepteurs de recapture DAT, chargés d'éliminer l'excès de dopamine dans la fente synaptique. Elles freinent ainsi sa dégradation et donc prolongent la stimulation du neurone postsynaptique. Cette forte teneur en dopamine dans la fente synaptique provoque donc un afflux de plaisir, mais en contrepartie de ce plaisir, il y a une demande du cerveau de continuer à consommer. Chez la personne dépendante, le système de récompense est donc déréglé. L'absence de substance ou de stimulation crée ainsi un manque. Intéressons-nous maintenant aux effets narcotiques. Les neurones dopaminergiques sont stimulés par des informations sensorielles ou, au contraire, inhibés par des interneurones eux-mêmes stimulés par les informations sensorielles. Le récepteur GABAergique, situé sur les neurones dopaminergiques, réagit donc à la présence du neurotransmetteur GABA. Ce récepteur est un récepteur qui laisse passer les ions chlore. Il est donc à caractère inhibiteur. Si ce récepteur GABAergique possède des sites de fixation pour le GABA, il peut posséder également un autre site de fixation qui sera sensible soit aux benzodiazépines, soit à l'éthanol par exemple. Ainsi, en se fixant sur ce récepteur, les molécules exogènes renforcent la réaction des récepteurs GABA lorsqu'ils sont activés par le GABA naturellement et donc hyperpolarisent négativement le neurone dopaminergique. Celui-ci sera donc plus difficilement stimulable. Il y aura donc moins de messages dans les voies dopaminergiques, ce qui va conduire à un effet apaisant et à une diminution des réflexes. On va également observer un effet de somnolence en cas de forte consommation d'alcool, mais également un effet de somnolence en cas de consommation de benzodiazépines ou de barbiturique. Ainsi, vous l'aurez compris, les drogues agissent à différents endroits des neurones dopaminergiques, soit au niveau des corps cellulaires avec une excitabilité comme par exemple la nicotine, mais également au niveau des synapses comme la cocaïne, l'amphétamine ou l'ecstasy. On l'a vu, ces neurones dopaminergiques sont régulés par des interneurones inhibiteurs à GABA. Ainsi, en limitant l'action des interneurones, on stimule les neurones dopaminergiques. Des drogues vont s'occuper de limiter l'action des interneurones. Les neurones GABAergiques possèdent au niveau de leur bouton synaptique des récepteurs de type CB1 sur lesquels se fixe le tétrahydrocannabinol. Ce récepteur est un récepteur métabotrope. La fixation du THC sur ce récepteur modifie alors l'activité de l'AMPC. Moins d'AMPC signifie moins de protéine kinase A
et la baisse d'activité de cet enzyme affectera les canaux potassiques et calciques de façon telle que la quantité de neurotransmetteurs relâchés sera diminuée. L'excitabilité générale du réseau des interneurones s'en trouvera donc elle aussi modifiée et surtout donc diminuée. Le cannabis va donc provoquer une levée d'inhibition des neurones au GABA et par conséquent activer les neurones à dopamine. L'alcool et les opiacés, comme l'héroïne, ont le même effet inhibiteur sur l'interneurone. L'alcool se fixe sur les récepteurs GABA et les opiacés se fixent sur un récepteur appelé mu, tous deux situés sur le corps cellulaire de l'interneurone. Vous aurez donc compris que de multiples substances perturbent le fonctionnement du système de récompense jusqu'au point de créer un état de manque et de dépendance. L'addiction, la dépendance ou lassitude est l'envie compulsive, c'est-à-dire répétée et irrépressible, de faire ou de consommer quelque chose en dépit de la motivation et des efforts du sujet pour s'y soustraire. L'état de manque décrit l'ensemble des symptômes ressentis lors de l'arrêt de prise de la substance psychoactive. Il révèle l'existence d'une dépendance psychique et ou physique. Des stimuli associés de manière répétée à la consommation de drogue, comme un lieu ou un moment de la journée toujours identique, peuvent à terme activer la libération de dopamine avant même la prise de la drogue. C'est le réflexe de Pavlov. C'est ainsi qu'une dépendance psychique peut se créer, par exemple le besoin d'une cigarette au moment du café. Ce phénomène peut expliquer comment des signaux de l'environnement, publicité, bar, odeur de l'alcool, peuvent déclencher une rechute, même après une longue période d'abstinence. La dépendance physique s'observe quand la privation du produit entraîne des malaises, comme des douleurs, des diarrhées, des tremblements, des convulsions. Ces symptômes peuvent être accompagnés de troubles du comportement. Certains gènes contribueraient à augmenter la dépendance aux drogues et à l'alcool. Les personnes possédant certains allèles, notamment ceux contrôlant la forme des récepteurs, seraient plus susceptibles que d'autres de développer une addiction. Cependant, l'apparition de comportements addictifs peut aussi être liée à des événements de la vie. Une personne qui a subi un stress sera plus sensible et aura plus de risques de développer un comportement addictif. L'âge auquel les substances psychoactives ont été consommées est aussi important. Chez un adolescent, le cerveau est en pleine structuration. Les substances consommées vont perturber la mise en place du réseau neuronal en modifiant l'activité des synapses. La plasticité cérébrale va ainsi entraîner une modification de l'organisation des synapses et donc un trouble comportemental qui peut conduire à l'addiction. Le phénomène d'addiction causé par des substances exogènes peut également être observé chez de nombreuses personnes à partir du moment où celles-ci réalisent en excès une activité leur procurant du plaisir. L'arrêt de la pratique de leur activité favorite crée un état de manque qui pousse à réitérer leur activité. Chaque addiction porte alors un nom spécifique. Pour ma part, je n'ai pas honte de dire que je souffre de nomophobie, c'est-à-dire que j'ai peur de perdre mon téléphone portable, ce qui en soi est donc une addiction à ce magnifique appareil. Et vous, n'auriez-vous pas cette même addiction ?